Salam alaikum, Azul Fillaouen, bonsoir. Le rejet d'un amendement sur la promotion et la généralisation de l'enseignement de Tamazight, proposé dans le cadre du projet de la loi de finances 2018, met le feu aux poudres. Après la polémique sur les réseaux sociaux, des grèves et des manifestations se sont organisées dans plusieurs wilayas pour dénoncer ce qui est compris comme une énième attaque portée à l'identité nationale. Le mouvement de contestation s'étend et gagne de l'ampleur. Une marche initiée par les étudiants de l'université de Batna et des activistes du mouvement associatif a été empêchée par la police. Des slogans comme « Assa, Azka, Tamazight, Thalathala ». Aujourd'hui, demain, Tamazight vivra. Ce slogan a été étonné dans une bonne partie des villes de Kabylie, à l'appel notamment d'étudiants et de lycéens. Des milliers de personnes sont sorties dans les rues, dans les principales agglomérations de la région, pour dénoncer le refus de promouvoir cette langue, pourtant reconnue comme langue officielle depuis 2016. La ville de Bouira a connu des remous, des affrontements entre les étudiants et les forces de l'ordre, qui ont fait quelques blessés, selon les photos publiées sur les réseaux sociaux. À l'origine de tout ça, le rejet de l'APN d'adopter un amendement du projet de loi pour la promotion et la généralisation de Tamazight, dans le cadre de la loi de finances 2018, proposé par Mme Nadia Chouitem, députée du Parti travailleur. L'amendement a été présenté dans un premier temps à la commission. Il a été rejeté. Il a été ensuite présenté à la plénière. Vote des députés. Les députés du Parti des travailleurs et certains députés de Hams et Nahda ont voté pour. Les députés de la majorité, FLN, RND, ont voté contre. Les députés du FFS et du RCD se sont abstenus. Le RCD dénonce une manipulation qui vise à provoquer encore une fois les régions berbériphones et particulièrement la Kabylie. Le FFS prévient, nous considérons que Tamazight est le ciment de l'unité nationale et maghrébine. La langue Tamazight n'en finit plus d'être menée en bateau. Des décennies après l'avoir opprimée, rejetée, empêchée de s'exprimer sur la propre terre, malgré son officialisation en 2016. Les gouvernants censés la protéger et lui donner les moyens de sa prospérité et de son existence aux côtés de sa consoeur arabe, et de manière égalitaire, ont préféré la diminuer et la dénaturer à chaque fois que l'occasion leur est donnée. Ensemble, redonnons à l'Algérie sa fierté et son honneur à travers ses constantes entières et complètes qui sont Tamazight, l'arabe et l'islam. Aujourd'hui. Observe Algérie. Bouira. Une marche en faveur de Tamazight tourne à l'émeute. Par Jugurta Nam. TSA. Tamazight. Marche sans incident à Béjaïa et Tizi Ouzou. Affrontement à Bouira. Par Hassan Saadoun. Algérie patriotique. Marche et grève pour Tamazight. Forte mobilisation à Tizi Ouzou et Béjaïa. Répression à Bouira. Par Fatiha Mez. Salam alaikum, bonsoir. Tamazight, une nouvelle fois dans la rue. C'est le titre de notre émission aujourd'hui. On aura le plaisir d'avoir avec nous dans le studio M. Azdine Zalani, juriste et homme politique, M. Hassan Hiresh, docteur en PNL, programmation neurolinguistique. Et depuis Bouira, par téléphone, M. Ammar Fedjri, qui est journaliste. On commence par M. Ammar Fedjri. M. Ammar Fedjri, bonsoir. Bonsoir. M. Ammar Fedjri, vous êtes à Bouira. Donc, il y a eu des manifestations donc, aujourd'hui, hier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qui s'est passé à Bouira aujourd'hui? Bonsoir.
Aujourd'hui, donc, c'est la troisième journée consécutive que la ville de Bouira a été plongée dans des violences. Aujourd'hui, nous avons... Il faut savoir que le recteur de l'université de Bouira a dans un communiqué, annoncé la fermeture et la suspension des cours au niveau du département de l'université, après que l'université, notamment hier en après-midi, a été des affrontements ont eu lieu entre groupes d'étudiants. Donc, le campus universitaire a été fermé, mais les services de sécurité ont été déployés aux alentours du campus universitaire et à travers les grandes cités de la ville de Bouira. Donc, mais vers des heures, les étudiants se sont rassemblés à proximité du siège du campus universitaire. Nous avons presque toute la journée des affrontements opposant les services de sécurité aux manifestants. Hein. On ne savait pas ce que vraiment c'est des étudiants, des manifestants venus. Voilà, on découdra avec les services de sécurité. Voilà. Et on a entendu, Ammar, qu'il y a eu des blessés pendant ces manifestations. Donc, est-ce que vous confirmez qu'il y a eu des blessés? Est-ce que vous confirmez aussi qu'il y a eu des éléments des services de sécurité qui étaient habillés en civil et qui lançaient des pierres envers les manifestants? Vous savez, en tant que journaliste, on a appris qu'en quoi il y a eu des blessés enregistrés notamment au niveau du campus universitaire de Bouira. Donc, au retour des étudiants ayant participé à la marche en faveur de la langue tamazigh, des heurts ont écarté les étudiants au niveau du campus universitaire. Il y a des étudiants qui ont déploré des blessés. Personnellement, au niveau de l'hôpital de Bouira, les responsables de l'hôpital n'ont pas confirmé qu'il y a eu des étudiants qui ont été blessés. Probablement, il y a des blessés légers ou quoi. Mais il faut savoir une chose, c'est que la situation qui risque de dégénérer encore est conséquence. Moi, je le dis, je le confirme. Je confirme les conséquences de cette décision que les autorités sont appelées prochainement à autoriser les marches contre les fagés de questions identitaires. Pourquoi dans toutes les wilayas de Tizi Ouzou, la wilaya de Bidjaya, les marches ont eu lieu dans la tranquillité? Les autorités locales, le Wali en personne, devait laisser les étudiants marcher pour Tamazigh. Voilà. C'est pour cela que, après le refus, c'est-à-dire le recours à la force, le recours à la matraque, on réprimant les étudiants de marcher, c'est les conséquences qu'on a vues aujourd'hui, hier et aujourd'hui, et probablement demain. Hein, donc, c'est ça le problème. Est-ce que vous pensez que le mouvement est en train de prendre de l'ampleur, Ammar? Exactement. Ce qu'on a constaté, surtout aujourd'hui, il y avait des affrontements entre manifestants et forces de sécurité à différents endroits de la ville. C'était vraiment une anarchie, une véritable anarchie. Les commerçants ont été obligés de baisser les dos. Les citoyens ont été obligés de rester chez eux parce que c'était une anarchie. On ne va pas accuser quand même les services de sécurité, on ne va pas accuser les manifestants. Vraiment, c'est un flou. Personnellement, on n'a rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Voilà. Donc, est-ce qu'il y avait quand même, hier, on a assisté à une marche digne de nom, des milliers d'étudiants, des milliers de citoyens, des élus des partis au pouvoir comme le RND, on a vu des députés, on a vu le président de la PUI d'obédience RND qui a marché aux côtés des étudiants. On a vu aussi la présence d'un ancien élément de MCB, en l'occurrence Ali Brahimi, qui a marché aux côtés des étudiants. C'était vraiment extraordinaire.
Pourquoi les autorités n'ont pas laissé cette foule, n'ont pas laissé les étudiants de marcher le jour où les autres ont marché dans d'autres wilayas? Pourquoi cette manipulation? Ça, c'est une conséquence, et les responsables au niveau de la wilaya de Bouiraya assumeront leurs responsabilités en cas la situation dégénérera prochainement. Donc vous confirmez, Ammar Fedjri, que l'université de Bouira est fermée jusqu'à nouvel ordre? Exactement. Hier, c'était le conseil de l'ordre, le conseil, de l'administration de l'université présidé par le recteur, M. Moussa Zirek, dans un communiqué qui a été rendu public. Et ils ont annoncé la fermeture de l'université jusqu'à nouvel ordre. Et cela après que le campus universitaire a été plongé dans des violences opposant des groupes étudiants, comme je l'ai annoncé d'ailleurs. Cette décision, moi je la trouve, c'était fut en avant. Hein. Personnellement, je la trouve en effet en avant parce que l'université de Bouira avait déjà enregistré des violences parallèles. Hein. Il y a 2 ans, des conférences programmes autour de Printemps Berbère ont été émaillées d'incidents. Les étudiants universitaires qui devaient animer des conférences autour de la question de Tamazirt ont été empêchées. Donc la fermeture, oui, ils vont dire parce qu'ils risquent d'enregistrer d'autres c'est-à-dire incidents à l'intérieur de l'université, mais ils doivent trouver une solution définitive au conflit. Moi, je lui dis entre parenthèses, le conflit opposant des étudiants à quelques organisations satellitaires. Voilà. Et pourquoi donc cette université a été fermée? Pourquoi? Pourquoi l'université a été fermée? Pourquoi elle a été fermée? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des violences dans l'université? Pourquoi cette décision? Non, le recteur qui se réunit avec des membres de son conseil d'administration, ils ont pris la décision parce que hier, en après-midi, il y avait des violences. Il y avait des gens, selon des témoignages, des témoins qui ont été à l'intérieur de l'université. Des gens ont été armés de couteaux, d'armes blanches, de barres de fer. Il y avait des affrontements entre étudiants. Probablement craignant que la situation va se dégénérer davantage. D'ailleurs, nous l'avons constaté aujourd'hui. Il y avait une foule assez nombreuse qui s'est rassemblée à proximité du campus universitaire. Les manifestants qui scandaient des slogans en faveur de la langue tamazight et anti au pouvoir en place. Donc, c'était ça, le recteur probablement après cette décision pour éviter d'autres dérapages. Très bien. Restez avec nous, Monsieur Ammar Fedjri. Je reviens au studio avec notre ami Hassan Hiresh, qui est avec nous, docteur en PNL, programmation neurolinguistique. Hassan, bonsoir. Bonsoir Nassar, merci de m'inviter. Bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent ce soir. Merci Hassan d'avoir accepté l'invitation. Hassan, on parle d'une lutte de décennies. Et là, on est en train de voir un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc, c'est né après cet amendement pour la promotion et la généralisation de l'enseignement de Tamazirt a été rejeté donc, à la PN. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, les luttes pour l'émancipation des peuples et de leurs droits, en l'occurrence leur langue, leur culture, leur histoire, va toujours de l'avant. Donc aujourd'hui, effectivement, on voit très bien que les Algériens concernés par la question Tamazirt se mobilisent à nouveau. Ce n'est pas la première fois. Vous avez dit les Algériens concernés. Oui, malheureusement. Est-ce que vous pensez que c'est une question qui concerne seulement une région ou c'est une question qui concerne tous les Algériens? Ça concerne tous les Algériens, évidemment. Ceci dit, tous les Algériens ne militent pas pour le recouvrement de leur langue ancestrale, de leur culture ancestrale, de leur histoire, de leur véritable identité, parce que précisément ils ont été victimes d'un système qui leur a travesti l'histoire,
qui a un système qui a usé du mensonge, qui a usé de falsification, aussi bien de l'identité, de l'histoire, de la culture, des langues, etc. Donc effectivement, il y a un problème d'aliénation dans notre pays, un problème qui est beaucoup plus psychologique que politique, c'est-à-dire qu'on a amené l'Algérien à la haine de soi, comme dirait Albert Memmi ou comme dirait Frantz Fanon, à savoir qu'effectivement, il y a un reniement pour un certain nombre de leur culture ancestrale. Parce que d'un point de vue historique, il va de soi que l'Afrique du Nord est amazigh. Et maintenant, tout le monde le sait. Les gouvernants, quand il y a des mouvements, quand il y a des conjonctures particulières, les gouvernants eux-mêmes le disent. Quand il y a eu une crise de football avec l'Égypte il y a 4 ou 5 ans, tous les ministres, les gouvernants, le président, etc., tour à tour, ont dit oui, nous sommes un peuple amazigh, etc., nous n'avons rien à voir avec les Égyptiens, etc. Or, il se trouve que nous sommes en train d'inculquer aux petits Algériens du nord, de l'est, de l'ouest, etc., du sud, de lui inculquer l'idéologie nassérienne, l'idéologie arabiste, arabocentrique, qui nie l'histoire, qui nie l'identité, qui nie la réalité algérienne. Donc on se retrouve effectivement devant un pouvoir qui organise un système d'apartheid. Si ça a été résolu d'un point de vue racial en Afrique du Sud, eh bien, en Afrique du Nord, et particulièrement en Algérie, mais aussi au Maroc, eh bien, on assiste à une situation d'apartheid. Donc, de l'autre côté, Hassan aussi, oui. De l'autre côté ici, il faut le dire que il y a beaucoup d'avancées par rapport à la cause amazigh. On a vu l'officialisation de Tamazirt en 2016, la création de HCA. Maintenant, dans 30 wilayas, vous pouvez... Tamazirt est enseigné. Donc il y a une vraie avancée dans ce terrain, non? Nasser, il faut être absolument lucide. C'est-à-dire que toutes les avancées qu'on propose aux amazigrophones, c'est des avancées sous condition d'accepter qu'ils ne soient plus eux-mêmes en réalité. C'est-à-dire qu'on fait un saupoudrage et on va leur dire, écoutez, on va enseigner Tamazirt dans toutes les wilayas, etc. Mais dans la réalité, d'une façon palpable, tangible, il n'y a rien de sérieux. C'est-à-dire on essaye de contenter d'un point de vue comme ça politique pour apaiser les esprits, mais pour le travail de terrain, la politique des petits pas, que l'Algérien puisse recouvrer son identité, recouvrer sa langue, recouvrer son histoire, etc., rien de sérieux. Je vais vous dire, Nasser, et j'interpelle d'ailleurs les responsables de cette chaîne, El Maghrebia, qui donne effectivement la possibilité à la berbérité de s'exprimer, mais ils nous disent à une condition, que votre langue ne soit pas écrite comme vous voulez, que vos vêtements ne soient pas ceux que vous voulez, que votre identité ne soit pas celle que vous voulez. OK pour Tamazirt, mais à condition que nous l'habillions comme nous voulons, nous. Aujourd'hui, par exemple, un exemple, une gifle que donnerait El Maghrebia au pouvoir, c'est d'écrire Tamazirt en caractère dit latin, qui est en réalité phénicien, comme le turc. Juste, je termine cette phrase. Ça, c'est un vrai problème, Hassan. C'est un vrai problème. Pour montrer parce que quand on donne quelque chose, on le donne vraiment. On ne le donne pas à moitié en disant on vous donne ça, mais à condition que vous ne soyez pas vraiment ce que vous voulez être, etc. Ça suffit. Que les Chaouis deviennent ce qu'ils veulent, que les Kabyles deviennent ce qu'ils veulent, que les Mozabites deviennent ce qu'ils veulent. Et c'est ça seulement la possibilité d'aspirer à une démocratie, tout simplement à redevenir soi-même, une réconciliation. Mais il y a un point très important que je voulais aussi... il y a un point très important par rapport à l'écriture de Tamazirt, Hassan, et vous le connaissez, il y a des experts. Je suis un expert. Vous êtes un expert. Celui qui est en face de moi en est un aussi.
Monsieur Zahlani, absolument. Nous sommes deux experts justement sur cette question. Nous y travaillons depuis des décennies. Très bien. Et il y a des différences par rapport à l'écriture de Tamazirt. Il y a ceux qui disent qu'on écrit Tamazirt avec... Sauf qu'il ne s'agit pas de dire. Moi, j'ai proposé justement à ceux qui disent que Tamazirt peut être écrit, ceci, cela. C'est très simple. On veut quelque chose de scientifique. On prend 3 classes de préscolaire, 3 classes. Une classe, on lui enseigne Tamazirt Antifinard. Une classe, on lui enseigne Tamazirt en lettres dites arabes, qui sont des lettres, c'est un alphabet assyro-chaldéen et non pas arabe. L'arabe n'a pas d'alphabet. Et en lettres dites latines, parce que le latin n'a pas d'alphabet, c'est des lettres puniques, phéniciennes. OK. Donc, c'est dans ces 3 alphabets, au bout de 2-3 mois, on fait un test qui sait lire et écrire correctement. Voilà. C'est scientifique, avec des universitaires, une évaluation, et on termine très bien. Une bonne fois pour tout. Mais ce travail doit être fait sur le terrain. On peut faire le test aujourd'hui des étudiants qui ont appris la langue antifinard, des étudiants qui ont appris Tamazirt en lettres arabes et des étudiants qui l'ont apprise en lettres latines. Aujourd'hui, on peut prendre des étudiants en échantillon et on les fait lire, écrire. On va voir qui détient véritablement la possibilité de lecture, écriture, compréhension. Et à ce moment-là, effectivement, on nous dira, moi, j'ai enseigné Tamazirt pendant plus de 30 ans à l'université. J'ai utilisé les tifinards, j'ai utilisé l'alphabet dit latin. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, Tamazirt peut s'écrire en lettres latines comme le turc. Pourquoi reproche-t-on jamais aux Turcs d'avoir changé justement la transcription de l'arabe vers le latin, alors qu'on le reproche aux Berbères? Est-ce que le problème aussi, il est dans l'écriture, c'est Hassan? Est-ce qu'il est dans l'écriture ou reconnaître que cette langue... Il est d'abord dans la reconnaissance immédiate et effective, sans discrimination. Très bien. Et effectivement, dans toutes les écoles du pays, et particulièrement dans les régions amazirophones, où cette langue doit être langue première, langue d'enseignement. C'est-à-dire, on peut, au moins au niveau du primaire, et on verra par la suite, au niveau du primaire, pour qu'il y ait une continuité entre l'institution familiale, l'institution scolaire et les institutions d'une façon générale, c'est-à-dire une réconciliation de la société, une cohérence, eh bien, il faut tout simplement que l'enseignement se fasse en tamazirt. Les mathématiques, la géographie, l'histoire, etc. Pour un enfant du primaire, on ne va pas lui parler en français ou en arabe s'il ne maîtrise pas ces 2 langues. Moi, j'assiste, là je reviens d'Algérie, une petite fille qui est rentrée à l'école. C'est 2 langues, ça veut dire? Vous avez dit c'est 2 langues. Ça veut dire? Vous avez dit s'il ne maîtrise pas, c'est 2 langues. Ni le français, ni l'arabe standard qu'on impose aux Algériens, qui n'est pas leur langue, eh bien, à partir du moment où ils arrivent à 5-6 ans à l'école, qui ne maîtrisent pas ça, mais qu'on leur parle dans ces langues-là, il y a un traumatisme, il y a un préjudice, il y a automatiquement un certain nombre qui sont exclus, qui sont marginalisés, qui se retrouvent en porte-à-faux avec l'école. Et l'école devient finalement un lieu de traumatisme, un lieu de violence. Et ça, n'importe quel psychologue peut vous le dire. Moi, j'ai la chance justement d'avoir cette formation multiple, d'être initié aussi à la psychologie comportementale. Je sais pertinemment, et tous les psychologues le savent, et les psychiatres le savent, et tous les pédagogues le savent, qu'un enfant qui rentre à l'école primaire et qu'on lui parle dans une langue étrangère, eh bien, il subit un traumatisme, il subit tout simplement un processus de mésestime de soi. Et ce processus de mésestime de soi va l'amener soit à l'échec, soit à la marginalisation et l'exclusion. Sauf, c'est ma dernière phrase avant que peut-être mon ami intervienne ou que tu gères l'émission. Ce qui est absolument certain, c'est que seuls les enfants
qui ont des ressorts qu'on appelle en psychologie des ressorts de résilience peuvent réussir à l'école. D'où vous avez 40 élèves dans une classe de primaire, vous en avez 30 dans le collège, vous en avez beaucoup moins au lycée, et l'échec aussi en première et deuxième année de l'université. Donc, je vais revenir, mais il faut obliger tous les Algériens à... Ok, très bien, je reviendrai. Hassan. Donc, retour à la langue ancestrale. Très bien. Monsieur Zalani, une deuxième fois. Juriste en politique, Azdine Zalani, aussi spécialiste de la langue tamazight. On voit un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur ces derniers jours, donc toujours sur le sujet de tamazight. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est en train de voir un printemps berbère qui est en train de renaître? Bien, effectivement, à force de voir chaque fois des mouvements qui surgissent pratiquement toujours en Kabylie et à des échéances apparemment bien précises, on est toujours tenté à penser à la manipulation, soit étatique, soit extra-étatique, soit des guerres de clans à l'intérieur du pouvoir. Et bien entendu, la population, il ne s'agit pas de remettre en cause la sincérité et la mobilisation de la population en Kabylie, mais on sait très bien maintenant, y compris des anciens surtout, qu'à force de tirer sur la corde de la mobilisation en Kabylie, par les jeunes, des moins jeunes, et à chaque fois, tous les 5-10 ans, après des promesses, après tout cela, ils se rendent compte qu'il n'y a pas réellement d'avancée palpable par rapport à leurs convictions, par rapport à leurs revendications. Et à ce moment-là, c'est encore une frustration et encore une remobilisation de la population, bien entendu, contre le pouvoir, qui, lui, bien entendu, joue. Et alors, parfaitement. Donc, pendant une période, c'était la négation. C'était l'insulte, c'était traiter les gens qui demandaient leur identité de traîtres et autres et d'agents de l'étranger et je ne sais quoi. Et maintenant, c'est la manipulation étatique, comme ça se passe dans tous les... La dernière fois, dans l'émission de votre collègue en langue arabe, en langue française, je veux dire, j'avais attiré l'attention sur la manipulation que j'avais déjà dénoncée concernant la soi-disant officialisation de la langue amazigh. Lors de du dernier amendement constitutionnel, ou de la dernière refonte constitutionnelle. Qui était en 2016, février 2016. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est... Comment est... je ne vais pas lire tout l'alinéa. Langue amazigh a été reconnue comme langue officielle. Je vais simplement dire que le premier alinéa, c'était moi qui l'avais proposé, à l'époque, celui de langue nationale. Donc la première réforme, il y a eu deux personnalités politiques et moi-même à qui on a demandé un avis sur la rédaction. J'avais proposé une rédaction qui a été reprise telle quelle, mot par mot, concernant la langue nationale. Et j'avais bien entendu introduit le terme variété à dessein, variété de langue amazigh, sur l'ensemble du territoire national, plutôt que variante, c'est-à-dire un dialecte interchangeable. Et cela, clairement, pour une chose que j'ai tout le temps dénoncée, ce que j'appelle, par rapport à nos amis en Kabylie, l'hégémonisme dialectal ou l'hégémonisme linguistique. Bon, c'est un fait. Est-ce qu'il y a un vrai problème aussi? Actuellement, je termine. Là, actuellement, la Constitution fait une condition quant à l'officialisation de tamazight. Elle est claire. Elle dit, à la fin, elle dit qu'il faudrait créer une académie. Et puis elle considère que l'académie s'appuie sur des travaux des experts et chargée de réunir des conditions de la production en tamazight, en vue de concrétiser à terme son statut de langue officielle. Le mot à terme, c'est-à-dire plus tard. Et donc l'État, avec un jeu de passe-passe juridique dans la Constitution, dit tamazight, langue officielle, mais elle ne sera que langue officielle que quand il y aura académie, qui elle se chargera de réunir ceci ou cela, qui plus tard fera à terme préparera les conditions de son officialité. Pour aller dans ton sens, oui. Il y a eu une monarchisation de la Constitution algérienne. C'est-à-dire qu'ils ont repris exactement l'esprit de la Constitution marocaine. Je pense
que pour une république qui suit derrière la monarchie marocaine, ben, c'est quand même des questions à se poser. Qu'est-ce qui fait que finalement l'Algérie suit la politique du monarque marocain? Il y a une question quand même à laquelle il faut qu'il réponde. Je vais essayer de vous répondre là-dessus. Non, non, la question n'est pas posée à toi. Oui, non, mais j'ai quand même un petit peu connaissance aussi de la chose. Non, non, mais moi aussi, je suivi. Oui. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? En Algérie, il y a eu, quand on parlait de la langue arabe, il disait à l'époque langue nationale. Et puis dans un sursaut on disait langue nationale et officielle. Et ça a été dans la constitution algérienne, langue nationale et officielle. La langue arabe. Bien. La langue arabe standard, pas la langue arabe algérienne. Alors, bien entendu. La langue arabe du Moyen-Orient. Oui, celle-là. Donc, c'est un autre débat concernant le dialecte algérien ou maghribi. Et le dialecte voilà. oriental. Ce qui s'est produit avec le Maroc, c'est quand l'Algérie a décidé, dans un premier pas, de reconnaître le caractère, pas le statut, le caractère de langue nationale. C'est une langue nationale, elle a un caractère national. C'est déjà insultant. Comme si on tombait du ciel, comme si on venait... Comme si les Berbères venaient de je ne sais pas quel continent. Est-ce que notre langue est une langue nationale? Je n'ai pas encore passé à la critique de texte. Je suis en train d'expliquer l'historique, comment ils sont arrivés là. Ils sont arrivés. Je ne suis pas en train de défendre l'action que j'ai moi-même. Mais c'est ça, c'est ce qui s'est produit. Il y a beaucoup de voix très positives. Ils ne sont pas des nationaux. Ils ont dit langue nationale. Bien. Au moment où ils ont, en 2002, c'était par rapport aux événements en Kabylie, rappelez-vous. Donc, ils ont accordé langue nationale. Et puis, depuis qu'ils ont accordé ça sur la Constitution, pas un seul texte, pas un seul règlement n'est venu pour concrétiser le caractère national, ne serait-ce que d'une manière symbolique. Il n'y a eu que des interdictions pendant ce temps. Des interdictions. Bon. Donc, une affirmation constitutionnelle, langue nationale. Des interdictions. Après, contre le Maroc. Des publications. Et on parlera du Maroc. On reviendra au Maroc. Oui. Contre le Maroc, qui, lui, dans sa constitution, auparavant, qui ne reconnaissait pas Tamazight, la constitution marocaine disait l'arabe est langue officielle. Elle ne disait pas la langue arabe est langue nationale et officielle comme en Algérie. Ils avaient, dans la constitution marocaine, l'arabe est la langue officielle du royaume. Donc le caractère n'était pas là. Il y avait simplement la langue arabe et la langue officielle. Quand ils étaient poussés par les événements de reconnaître au Maroc, de reconnaître Tamazight, ils ne pouvaient pas revenir parler de national. Et ils ont dit Tamazight est officiel. Donc, au même titre. Du coup, l'Algérie s'est retrouvée en retard par rapport au Maroc, alors qu'elle croyait Zama être en avance. On avance. Bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'officialiser pour être comme le Maroc, dire officiel aussi. Mais comme ils ne sont pas sincères, ils ont dit officiel, et comme je vous l'ai dit, ce sera officiel plus tard, quand un certain nombre de conditions inimaginables, il n'y a ni délai, ni rien du tout, etc. Et donc la langue amazigh en Algérie, actuellement, en pratique, n'est pas du tout officielle. Ça, c'est une évidence. Et ça, c'est les manipulations du pouvoir. Pour revenir maintenant, si vous permettez, au caractère, au débat, à la disputation sur le caractère. Le Maroc, qui est le premier pays berbérophone d'Afrique du Nord, où 70 pratiquement de la population, bien plus, est berbérophone, sans compter le reste qui est berbère aussi, le Maroc a opté pour ces trois régions et pratiquement dans les mêmes conditions. Le palais, pas le Maroc. Le palais a opté. Royal, tout ce que vous voulez. L'État marocain a opté pour les Tifinagh. Le palais a opté pour ça. Les Libyens ont opté pour les Tifinagh. Les Touaregs continuent à écrire en Tifinagh. Des zones en Algérie optent pour les Tifinagh. La Kabylie, qui est... C'est ça, là, il faut reconnaître ce genre de choses. La Kabylie, qui n'est pas la seule région berbérophone, certes, mais qui est la région la plus en avance sur cette question, que ce soit au niveau de la revendication, qu'elle soit politique, sociale ou culturelle.
celle où il y a le plus de mobilisation, le plus de conviction, du petit enfant jusqu'au vieillard, il faut reconnaître ce déséquilibre. On peut le justifier, l'expliquer, etc. Pourquoi à Adrar ou à Igli, les gens ne revendiquent pas parce qu'ils ont d'autres priorités, tout ça. Mais le fait est qu'en Kabylie, et à Alger pratiquement, à Boumerdes, à Bouira, les populations kabylophones sont largement très en avance sur les autres régions berbérophones ou pas, sur la question de la revendication de la langue berbère, et donc du kabyle, mais qu'il faut le dire, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il est important de ne pas bloquer la Kabylie dans ses revendications, parce qu'ils sont prêts. Elle est prête. À tort ou à raison, il y a une expérimentation qui peut peut-être être qui n'est pas tout à fait bénéfique dans les conditions où elles sont. Ce qui est certain, c'est qu'au niveau de la légitimation populaire, de la revendication populaire, nul ne peut nier le fait que la Kabylie est en pointe et prête. C'est-à-dire que les jeunes sont prêts, les parents sont prêts, la société est prête. Ce qui n'est pas le cas dans les Aurès. Malgré son histoire, ce n'est pas le cas chez les Touaregs, ce n'est pas le cas dans l'ouest algérien, ce n'est pas le cas dans la région de Tipaza qui est à côté d'Alger. Donc il y a une certaine logique contre le pouvoir dit. Faisons les choses par étapes. Faisons les choses par étapes. Non, à géométrie variable. La Kabylie est en avance. Il y a actuellement pratiquement 20 ans que l'enseignement de Tamazight se fait dans les universités de Béjaïa et de Tizi Ouzou, et même plus tard de Bouira. Il y a des centaines de licenciés en kabyle ou dans la variété kabyle, et même bien sûr dans leur cursus, ils ont aussi des connaissances concernant les autres variétés. Il y a donc plusieurs milliers peut-être de licenciés, dont beaucoup sont au chômage. La Kabylie a les possibilités démographiques, politiques, psychologique, sociale, d'être en avance. Pourquoi la retarder par rapport à d'autres régions? D'autant plus qu'elle peut servir de laboratoire, à la limite. Parce que les échecs qui existent encore actuellement sur l'enseignement, l'expérimentation qui se fait actuellement en Kabylie, avec certains problèmes et tout ça, c'est la Kabylie qui prend aussi, je veux dire, le prix de cette expérimentation. Mais bloquer la Kabylie, ou les revendications en Kabylie linguistique, sous prétexte qu'elle est nationale, qu'elle est officielle, qu'il faut attendre je ne sais plus qui, que les Chaouis se lèvent, que les Touaregs se suivent, ou que c'est complètement illogique. C'est ça qui est injuste et c'est ça qui n'est pas pratique. Mais il y a aussi, M. Zalani, il y a aussi des voix qui s'élèvent et qui disent qu'il y a instrumentalisation de cette cause, manipulation. Il y a des haines aussi de l'autre, oui, des haines de l'arabe. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, ça, si vous permettez. Non, non. Il faut arrêter avec ça, parce qu'il y a une instrumentalisation de l'arabe, mais on n'en parle pas. Instrumentalisation de l'islam, on n'en parle pas. Comme par hasard, on ne parle que de l'instrumentalisation. Je vais répondre à votre place. Ça suffit. Moi, j'appelle les jeunes de Kabylie à se mobiliser, à créer des coordinations, à ne plus se laisser faire, parce que nous sommes en face d'un pouvoir qui ne veut pas entendre raison. Mais il faut arrêter les manipulations de l'arabe, les manipulations de l'islam. Il y a des réalités. Mais bien sûr, la réalité, c'est que les jeunes qui ont manifesté, ils se battent contre les manipulations. Toutes les questions, Hassan. Nasser, attends, il faut que je termine ma phrase. La manipulation, c'est le refus d'accéder tout simplement au droit inaliénable d'apprendre notre langue dans notre pays, dans nos écoles. Mais tout le reste, de dire il y a manipulation, etc., pour dévaloriser le mouvement, non. Les manipulations, l'arabisme et l'islamisme, c'est là que résident les manipulations, parce que c'est ça qu'on veut nous imposer et qui n'appartient pas à notre histoire, à notre identité. Donc ça suffit. Il n'y a pas de manipulation. Il y a des revendications, il y a des luttes. On s'en fout des gens qui veulent dire attention, si ça bouge, il y a des... Non. Il y a eu des mouvements, parce que nous n'avons pas nos droits. Il y a eu des mouvements, Hassan. Je m'excuse, il y a eu des mouvements. Ça suffit. Il y a eu des mouvements qui disent qu'on doit proclamer l'indépendance de la Kabylie.
Et beaucoup de Kabyles sont contre ce mouvement. Tant que l'État algérien... on est obligé de poser des questions que pas tous les Algériens c'est pas une manipulation. Hassan, c'est des cris du cœur. C'est des gens qui en ont marre d'un pouvoir. Hassan, on respecte votre avis. Ça, tu m'interroges. Oui, mais je réponds. Je dois pas m'interrompre. Je peux pas m'interrompre. Je t'ai laissé la parole, Hassan. Je vais te lui donner. Mais il a eu la parole. Je vais donner la parole. Je vais aller dans votre sens. C'est parce que l'État algérien les a poussés jusqu'à effectivement réclamer une indépendance. Pourquoi? Parce que, tout simplement, l'État algérien a hérité des institutions coloniales et il agit comme si c'était un pouvoir colonial. Il nous enlève nos droits à notre histoire, notre droit à notre culture, notre droit à notre langue, notre droit à notre existence, notre droit à notre vie quotidienne. On ne peut même pas faire une petite conférence dans une salle de mairie, dans une association, etc. Et donc, s'il y a des personnes qui demandent l'indépendance, il ne faut pas leur en vouloir, il faut en vouloir à l'État central qui nous écrase, qui nous dénie nos droits. Très bien, mais il ne faut pas aussi véhiculer des haines. Les haines, c'est l'État. Les haines, c'est ceux qui... Je vais vous laisser. Je veux bien avoir la parole. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. On doit lui donner la parole. La haine vient de qui? Hassan, s'il te plaît. Non, il doit y avoir un peu de... Voilà, la haine, c'est l'État. Je ne peux pas accepter ici... معليش Hassan, on est en train... Non, mais on se connaît, on se connaît très bien. D'accord, on va se connaître. Parce que pendant très longtemps, justement... Mais monsieur, ne personnalisez pas, laissez-moi répondre. À chaque fois que des Kabyles revendiquent leurs droits, on va parler de manipulation, etc. Non. On vous donne la parole et on vous respecte. On doit lui donner la parole aussi. Il ne faut pas me la couper à chaque fois que je prends la parole. Non, je ne suis pas là pour... Tu me la coupes, même non, toi. Non, Hassan. C'est lamentable. Et tu sais que je te respecte très bien, Hassan. Non, mais il faut respecter ma parole. Azdine Zalani. Voilà. Bien, vous m'avez posé la question avant que M. Hirsch intervienne, et j'essaye de demander à M. Hirsch pour lui dire que je vais aller dans son sens. Que j'allais d'aller dans son sens. Parce que voilà, la question que vous posiez, c'était la manipulation, le fait qu'il insinuait ou il accusait la Kabylie d'être de fomenter je ne sais plus quoi. Et j'allais répondre exactement à ce qu'il a dit. Peut-être avec une autre manière, mais c'est dans ce sens-là. L'islam, la religion, la spiritualité, a été d'une manière monstrueuse manipulée en Algérie. La langue arabe, la langue, tout simplement la langue, a été manipulée depuis l'indépendance et même avant. Donc instrumentalisée. La guerre de libération. La guerre de libération a été instrumentalisée au profit du pouvoir, du FLN, etc. Les constantes les plus sacrées du pays ont été instrumentalisées, c'est un fait, par le pouvoir et tout c'est un fait. C'est un fait. Il n'y a qu'à voir ce qui se dit ou ce qui se disait sur la langue arabe. Langue sacrée, langue de Dieu, langue des anges, langue de Gabriel, langue de je ne sais plus quoi, etc. Même en Arabie Saoudite, on ne disait pas ça. Et en Algérie, on s'est retrouvé encore plus arabe que les Arabes. La négation de l'identité, de l'histoire du pays, c'est quelque chose de totalement absurde. Moi, j'ai regardé il y a quelque temps sur Internet une Syrienne qui parlait en arabe et qui s'adressait aux Arabes en leur disant « Nous ne sommes pas des Arabes, nous, les Syriens. Voilà ce que nous sommes. Et il y a une petite minorité d'Arabes arabes, c'est-à-dire de nomades, qui est parmi nous. Vous êtes qu'une minorité. » Et c'est en Syrie, le pays du Ba'ath. Imaginons en Afrique du Nord. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de créer la Constitution à l'époque de Chedli et de dire l'Algérie est une terre arabe? Aujourd'hui, c'est encore pire. Alors on pourrait la proposer... Constitution Zalani, la Constitution d'aujourd'hui, c'est pas à toi que je vais la prendre, c'est carrément marqué l'Algérie est une terre arabe. Non, mais ça va. Je vous rappelle simplement que c'est le racisme, c'est l'apartheid. Actuellement. Constitutionnel. Depuis la Constitution de 89. Non, celle de 2016. Non. Si. Je vous répète, depuis la Constitution de 1989, vous pouvez la revoir, de toute façon, elle est là. Celle de Chadli, 89. Oui. Le mot terre arabe était. Et à chaque changement, et je dis celui de Zorwell ou ceux de Bouteflika, le mot terre arabe qui existe dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution de Chadli de 89, est resté jusqu'à nos jours. C'est pas nouveau. C'est pas Bouteflika qui l'a introduit. Voilà. Ni Zorwell. C'est à l'époque de Chadli le terme de terre arabe. Et moi, je me posais la question, est-ce que l'Algérie est une terre arabe? Est-ce que c'est une terre arabo-berbère? Est-ce que c'est une terre africaine? Est-ce que c'est une terre nord-africaine? Ou est-ce que c'est une terre algérienne? Et c'est tout. Donc, c'est vrai qu'il y a tout cela.
En Kabylie, maintenant je vais dans le deuxième point. En Kabylie, M. Harish connaît beaucoup mieux que moi la question et ses réminiscences en Kabylie, etc. Il y a, moi je les ai touchés du doigt et tout le monde le sait, certains le savent. Il y a eu aussi manipulation d'une cause très importante, et j'allais dire sacrée pour nous, de part et d'autre, de la part de l'État, on l'a dit, mais aussi de la part de partis politiques, des uns et des autres, etc. On ne peut pas y échapper. Comme on n'a pas pu échapper à la manipulation sur la guerre de libération, sur les Chouhada, sur les martyrs, sur la question berbère, et en Kabylie et ailleurs, il y a eu aussi des interférences, quelle que soit la légitimité, j'allais dire la sacralité de cette question-là. Il ne faut pas le nier. Il y a, et si on peut constituer une émission, on parlera de ça. Je suis très en colère, et le peuple kabyle est très en colère. Le peuple amazigh est très en colère. Il est en colère pourquoi? Il est en colère parce qu'on se moque de nous. On vous dit, voilà, nous sommes un pays amazigh, etc. La langue tamazight doit être enseignée dans les 48 wilayas, etc. La réalité du terrain, c'est quoi? La réalité du terrain, c'est que cette langue est combattue tous les jours. Tous les jours, et elle est combattue par les institutions. Elle est combattue par les adeptes de l'islamisme, de l'arabisme, de l'arabo-centrisme, c'est-à-dire qui considèrent que seule la langue et la culture arabe doit rayonner, etc. Nous sommes, en Algérie, dans un système d'apartheid, apartheid linguistique, apartheid historique, apartheid culturel, etc. Il faut absolument que ça cesse. Donc, j'appelle les jeunes, les étudiants qui sont mobilisés, et tous les acteurs associatifs de la société civile, à créer des coordinations et à s'organiser de façon mature pour que cette revendication, que ce soit la dernière, pour que 2018, tamazight soit réellement langue officielle dans son pays, dans sa terre, qu'il y ait enfin une continuité entre l'institution familiale et l'institution scolaire. C'est cette continuité entre les deux institutions qui peut permettre à l'Algérien de façon globale, arabophone ou berbérophone, de se réconcilier, d'avoir une cohésion sociale, de travailler à la cohérence des idées, de travailler à d'autres problèmes qui nous attendent. Parce qu'on se focalise aujourd'hui sur ces problèmes linguistiques, on ne veut pas les résoudre. On ne veut pas les résoudre parce que précisément, si on les résolvait, eh ben, il faut passer aussi aux problèmes économiques, aux problèmes politiques, aux problèmes géopolitiques. Est-ce que l'Algérie doit continuer à être un pays vassal, je dis bien vassal, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, des Émirats? Jusqu'à quand? L'Algérie doit être un pays souverain. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Depuis 1962, il ne l'est pas. Il est soit effectivement orienté vers l'Union soviétique, toute l'idéologie socialisante, etc., qui a conduit à la faillite l'économie algérienne, la construction des conglomérats. On a averti le pouvoir successif. Les économistes algériens ont averti les pouvoirs successifs. Mais l'Algérie a été vassale de l'Égypte et par conséquent vassale aussi au niveau géopolitique de l'appartenance à l'Union soviétique. Il se trouve qu'aujourd'hui, on se débat dans les difficultés quotidiennes. Aujourd'hui, l'Algérien a du mal à acheter sa baguette. Il a du mal à acheter son litre de lait. Il a du mal à nourrir ses enfants. Il a du mal à envoyer ses enfants à l'école. Aujourd'hui, le niveau des écoles est extrêmement bas. Aucun diplôme algérien n'est reconnu à l'étranger. Aujourd'hui, on se pose des questions s'il faut continuer à utiliser encore Tarbiya Islamia à l'école. Est-ce que c'est véritablement rationnel? Aujourd'hui, on bloque les projets objectifs et rationnels de la ministre de l'Éducation nationale, Mme Benrabrit. Pourquoi ces questions reviennent toujours? Ça veut dire, c'est quoi pourquoi lier à mon droit, qui est le tamazight. Moi aussi, je suis kabyle, berbère, comme vous l'êtes. Oui. Et pourquoi lier cette question à l'islam? Pourquoi la lier? Pourquoi cette liaison tout le temps qui revient dans les revendications des gens qui défendent la cause tamazight? Très bien, c'est une très bonne question. Parce que tout simplement, l'État algérien est un État théocratique.
Et que, effectivement, il a privilégié beaucoup plus l'islamisme, qui a donné naissance au salafisme, à l'intégrisme, qui a donné naissance à la violence. Est-ce que l'Algérie est une terre d'islam ou vous en doutez par rapport à ça? Une terre ne peut pas être une terre d'islam ou chrétienne, etc. Est-ce que les Algériens sont des musulmans? Un certain nombre d'Algériens sont musulmans, d'autres ne le sont pas. Qu'est-ce que ça veut dire en nombre? Une religion doit relever tout simplement du privé. Le débat doit être porté là-dessus. Oui, mais vous le posez. Pourquoi? Vous le posez. Vous voilà. dites au privé, mais vous le posez. Vous dites... mais voilà, mais parce donc que l'État l'impose. Vous le posez. Parce que moi, vous faites le jeu du système. Vous faites la même chose. Comment ça? Bien sûr, vous dites l'islamisme. Qu'est-ce que l'islam a fait à Tamazirt? Les islamistes radicaux ont toujours été contre Tamazirt. Vous dites les extrémistes, oui, mais il faut pas lier l'islam à Tamazirt. Moi, mon grand-père, c'était quelqu'un... Quand on faisait la Jma'a, quand on avait la Jma'a Hassan, et tu connais très bien cette cause, tu la connais très bien, tu connais très bien la région, je la connais très bien. Quand on avait la Jma'a, c'était le Jama'a, c'était la mosquée, c'était le respect. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu me permets que je t'explique? Mais on n'a jamais posé la question de parler Tamazirt par rapport à notre islam, par rapport à notre appartenance. Alors, je vais t'expliquer. Je vais revenir, s'il te plaît. Non, je vais revenir. Tu poses une question sans... Non, je vais revenir, s'il te plaît. Je dois lui donner... Nassar, tu poses une question... je te jure que je vais revenir. Je vais te donner le temps. Alors là, c'est effarant. Reviens à ta Jma'a. Tu me poses une question, je te réponds. Et j'ai étudié ça. Ça fait partie justement des choses de cette question de langue officielle. Très rapidement, je ne suis pas du tout d'accord avec notre ami. Parce que, premièrement, prenons l'Indonésie, qui est le plus grand pays musulman. Ils sont musulmans, l'arabe, ils ne sont pas arabophones. L'Afghanistan, l'Iran, la Turquie, l'islam n'a rien à voir obligatoirement avec l'islam de l'État. Non, ne déformez pas mes propos. Non, je parle de l'État algérien. Je parle de mes propos. Je ne parle pas de l'islam de mes parents. Non. De mes grands-parents. Non, je ne parle pas de... Bon, alors, il faut préciser. L'islam ou d'autres religions n'ont rien à voir. Vous savez, Malte est un pays catholique. La langue de Malte est pratiquement de l'arabe maghrébin. De l'arabe maghrébin, eux, ils disent même phénicien. Malte. Tu peux dire même c'est de l'arabo-berbère, je connais. Oui, de l'arabo-berbère aussi. Voilà. Énormément. C'est pas honteux de dire arabo-berbère. Il y a eu même un colloque international du temps de Boumedienne en 1976 sur l'arabo-berbère de Malte. J'ai les actes du colloque de Malte et je connais la liste même des mots berbères dans le maltais, dans le mot fakron et autres, etc. Passant. Je n'ai pas envie de rentrer dans ces directs. Je dis simplement qu'un pays européen, Malte, parle l'arabe. Dans sa langue. Par l'arabo-berbère. Ou l'arabo-berbère. C'est important. Voilà, ou les l'araméen, mots ont tout ce qu'on veut. Mais non, mais bon. C'est pas mais non. Oui. Malte était arabisé avant l'arrivée des Arabes. Et puis après, il y a eu une arrivée des Berbères, etc. La différence, c'est que la Sicile, on sort du sujet. La Sicile a été arabisée à un moment donné, maintenant on ne l'est plus. Tandis que Malte, elle s'est maintenue, et c'est la langue arabe qui existe actuellement, c'est la seule langue arabe en Europe. Pour revenir au sujet, des pays musulmans ne sont pas arabophones. La langue arabe est deuxième langue officielle en Israël. Elle est deuxième langue officielle en Iran. L'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la situation linguistique ou sociolinguistique de l'arabe par rapport aux populations est à traiter de manière plus sérieuse. Comment se fait-il? Quand on regarde bien, on trouve que les Algériens, les Marocains, les Tunisiens parlent en arabe, dans l'arabe parlé, le dialecte. Derja. Derja. J'ai un bac littéraire, monsieur. Ils parlent un derja qui est d'un arabe de premier niveau. Mieux que l'arabe syrien et irakien ou libanais, en termes de vocabulaire. Quand on regarde la syntaxe de l'arabe algérien, la structure de la phrase, ça ne veut rien dire.
ça veut rien dire. Ça, c'est du berbère. Les Algériens pensent en berbère et s'expriment en arabe. Oui. Alors pourquoi ce conflit? Il y a une arabisation linguistique de l'ethnie berbère en Afrique du Nord. Et il y a un problème politique qui a été utilisé par l'État depuis longtemps, et même depuis l'étoile nord-africaine, et même surtout le PPA, pour, avec les ulama et tout ça, considérer que l'arabe, à l'époque, c'était contre le français et la francisation. Et après l'indépendance, c'est devenu contre l'algérianité elle-même et de pouvoir imposer la langue arabe et refuser non seulement la langue berbère, mais tout ce qui a trait à la culture, à l'âme berbère dans les Algériens. Alors, prenons, et c'est ça la différence entre les différents mouvements. Doit-on choisir l'identité linguistique de notre nation? Et à ce moment-là, on a plusieurs États, un État arabe, un État berbère ou des États berbères. Ou bien une identité historique qui reconnaît que la femme qui est à Aflou et qui parle arabe algérien, ou qui est dans l'ouest algérien, et qui tisse, qui fait le couscous, qui fait des plats berbères, qui fait un tissage berbère, qui parle une langue arabe dans la structure et berbère, qui fait s'habiller en melhfa, sur tous les hauts plateaux algériens. Toutes ces gens-là, cette région-là sont arabophones, mais ils sont berbères dans leur vie quotidienne. Dans leur couscous, il n'est pas arabe, mais il est totalement algérien. Il faut voir que la berbérité, elle n'est pas simplement dans la langue, elle est dans le comportement. Et si on dit aux Algériens, et ils le savent, ou certains le savent, dernièrement, l'État algérien, pour participer à un colloque méditerranéen je termine là-dessus, sur l'alimentation de chaque pays a ramené son plat national, l'Algérie a ramené un plat turc, la rechta. Vous imaginez un peu l'aliénation de l'État algérien. Donc, la population algérienne vit sa vie de berbère arabisée, plus ou moins arabisée, surtout dans le vocabulaire, mais dans la syntaxe, dans la pensée, dans les comportements, dans le nif, dans le rijla, dans le couscous, dans les relations familiales, dans les relations patriarcales, dans la sociologie, dans tout ça, elle est berbère. Voilà ce que je voulais dire. Dernier mot, Hassan. Dernier mot, c'est que c'est très important de ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne renie pas l'existence de l'islam en Algérie, ce serait complètement fou. Mais d'abord, ce que je dis, c'est qu'il y a islam et islamisme. Moi, ce que je dénonce, c'est l'islamisme, c'est-à-dire l'islam politique. L'islam qui empêche justement le développement de Tamazirt, soi-disant parce que ce n'est pas la langue sacrée, etc., etc. Et qui manipule, eux, justement, la langue arabe en disant que c'est la langue de Dieu pour, justement, exclure la langue Tamazirt. Quand Mme Benrabrit, ministre de l'Éducation nationale, a proposé, justement, d'introduire et Tamazirt et l'arabe algérien à l'école, ceux qui se sont soulevés contre elle, ça a été des islamistes. Je suis désolé. Et donc, il y a lieu de s'interroger effectivement sur qui manipule quoi. Et donc, en l'occurrence aujourd'hui, et pour répondre à ta question même de tout à l'heure, d'un point de vue anthropologique, tu dis les ancêtres, Tejmath, etc. Précisément, Tejmath, elle a séparé le religieux du politique. Comment? Il y a l'imam, le marabout, dans Tejmath, qui n'a pas le droit au vote, qui n'a pas le droit de se mêler des affaires politiques, des affaires économiques, etc. Il y a Amqran Antadderth et il y a l'imam, le marabout. Il y a une séparation nette dans les prérogatives de chacun. Le marabout s'occupe uniquement du sacré, de la religion, des circoncisions, du mariage, des décès, etc. Et la mosquée elle-même, la gestion de la mosquée est gérée par un non-religieux, par l'oukil, dans la configuration justement de l'exécutif de Tejmath. Ce que je dis aujourd'hui, et je termine peut-être là-dessus, si l'émission se termine, oui. C'est encore une fois, puisque tu voulais mon dernier mot, j'invite tous les acteurs de Tamazirt et ceux qui sont épris de justice à organiser des coordinations, à faire face à un État raciste. Je dis bien un État raciste. Pour que Tamazirt, non seulement soit officiel dans les papiers, dans la Constitution, dans les décrets, dans les directives ministérielles et wilayales et communales, mais aussi que ce soit
tangible à l'école, dans les associations. Le combat continue. Le combat continue. M. Zalani, combat continue. Bien entendu. Et encore, pendant d'autres générations, plusieurs générations. Je vais simplement dire que le salafisme et le salafisme à la saoudienne, ou ce qu'a subi l'Algérie auparavant, les frères musulmans, sont des créations britanniques. Absolument. Ce sont des créations britanniques. Et les Arabes, et même avant l'arrivée d'Angleterre, n'avaient pas ça. Et tu es d'accord aussi on est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin de Hassan Yatek Saha, merci beaucoup. Je remercie mes invités. Hassan Hiresh, merci beaucoup. Tu sais que je te respecte toujours. Merci, M. Hassan Hiresh. Azdine Zalani qui était avec nous aussi, juriste et homme politique. Je devais remercier aussi Ammar Fedjri qui était depuis Bouira, donc qui était avec nous, journaliste. Je vous dis, Ya'tikoum Saha, je vous remercie beaucoup aussi. À la prochaine fois, Inch'Allah.